Je suis bénie de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre ce numéro du Grand Mag sur Lumière de Monde Télévision. Je vous dis shalom et faisons place au sommaire. Des montagnes d'une beauté à couper le souffle dans l'est de la République démocratique du Congo regorgent de richesses, notamment du coltan. Ce minerai est exploité dans des conditions dignes du Moyen-Âge, dans des mines où travaillent des milliers d'enfants, même si c'est illégal. Qu'est-ce que le coltan? À quoi sert-il? Les explications dans ce numéro. À quoi servent les députés européens? Du 23 au 26 mai 2019 auront lieu les prochaines élections européennes. À l'occasion de ce scrutin traditionnellement marqué par un fort taux d'abstention, toute l'Europe propose d'explorer la fonction et le quotidien de ces élus, souvent peu connus, mais qui se trouvent au cœur de la vie politique européenne. 1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années de la surface de la Terre et du fond des océans. Ce constat alarmant s'appuie sur un rapport de plus de 1700 pages, fruit de 3 ans de recensement et d'analyse de données par plusieurs centaines d'experts sur l'état de la biodiversité mondiale. Selon l'étude, 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré. Enfin, taux de natalité élevé chez les juifs orthodoxes d'après un rapport du Bureau central des statistiques publié par l'Institut israélien pour la démocratie. La communauté ultra-orthodoxe représente aujourd'hui environ 12% de la population, soit 950 000 personnes. En 42 ans, cette tranche de la population explosera pour atteindre les 5,25 millions de personnes, soit environ 29% de la population totale du pays d'ici 2059. Des montagnes belles à couper le souffle, main des enfants meurent au pied de ce pittoresque paysage, travaillant dans des conditions dignes du Moyen-Âge. Bienvenue au pays du coltan, le minéraire qu'on retrouve dans nos cellulaires, nos ordinateurs portables, nos consoles de jeux, nos voitures électriques. Dans l'est du Congo, les villages miniers sont tous très isolés, souvent au sommet de montagnes majestueuses, des paysages à couper le souffle, mais difficiles d'accès. Après 2 heures de route impossible, des pistes de roches et de boue qui frôlent des ravins vertigineux, on découvre tout en haut Nombi. Un village de 22 000 habitants, la plupart attirés ici par l'argent des minerais. La vie est un peu difficile, les champs sont très loin. Si on survit, c'est parce qu'il y a les mines. Rujana est venue vivre ici il y a 2 ans avec sa femme et leurs 2 enfants. Alice a 6 ans, le garçon Némi 4 ans. Ce jour-là, leur mère travaille dans son champ de pommes de terre, très loin du village. La fillette devra s'occuper de son petit frère toute la journée, pendant que son père part travailler dans une carrière de coltan à 3 kilomètres de marche, encore plus haut dans les montagnes. Je suis creuseur de coltan. Ce travail, je peux dire qu'il est bon parce qu'il me permet de faire vivre mes 2 enfants et de les envoyer à l'école. De 70 à 80% du coltan de la planète vient de la République démocratique du Congo. Le minerai qui nous donne les outils de la haute technologie est encore exploité au pic et à la pelle comme au Moyen Âge. Le plus dur, c'est de creuser et d'arriver au niveau du sable et du coltan. C'est dur parce que c'est très profond et qu'on n'a pas accès à l'eau. Les hommes creusent d'abord dans la paroi rocheuse. En dessous, ils peuvent trouver ces cailloux de coltan qu'ils cassent à la masse. Ils creusent aussi des trous dans la terre où on cherche de la poussière de coltan mêlée au sable.
On doit tamiser le sable pour séparer le minerai du sable et on tamise une deuxième fois avec de l'eau pour avoir juste le coltan. Ce jour-là, dans la carrière où travaille Rudjana, il n'y a que des hommes et ce n'est pas un hasard. Les femmes et les enfants sont encore nombreux dans les carrés miniers au Congo. Mais ils disparaissent quand arrivent des journalistes, des inspecteurs ou des militants des droits de la personne. Après ça, nous allons passer dans l'étape de partir dans des carrières minières pour visiter des femmes et des enfants qui travaillent là-bas pour trouver leur vie, pour trouver leur pain quotidien. Cet employé d'une minière locale a accepté de tourner ces images. Nous protégeons son identité pour lui éviter des représailles. Nous sommes dans les carrés miniers et on voit là les femmes et les enfants qui sont en train de chercher des minéraux qui ont échappé aux creuseurs. Et là, je viens de rencontrer deux femmes qui sont en train de travailler à Mauro Marguerite. Uko nafanya nini mu makare minier? Tuko na chimba. Mungia tafuta minere. Na minere gani ndio mko mnachimba? Coltan. Asa na watoto nabo wanawasinzikizaka. Chance, qui a 20 ans, vient à la carrière avec sa mère depuis qu'elle est toute petite. Tous ses frères et sœurs ont travaillé à la mine. Certains sont même morts ici. À Rubaya, un autre village minier, ces femmes dénoncent les méthodes fortes de la société minière Bisunzu. Le plus grand producteur de coltan du Congo détient presque tous les permis d'exploitation dans la région. Ces hommes armés font peur. En octobre dernier, lors d'un conflit, une quinzaine de creuseurs ont été tués. Wakezozana, kukekuwa napigia masasi mingi na watu wanakimbia wanavunjika. Wewe nilikuwa na mtoto na nibebe viketuma mimi naacha endako juu ya boga. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui ont des enfants qui travaillent dans les mines? Les grands-mères parmi ces femmes avouent que leurs enfants ont travaillé dans les mines quand ils étaient trop jeunes, mais elles jurent que leurs petits-enfants n'y vont pas. Elles font de la sensibilisation pour sortir des carrières les enfants et les femmes enceintes. Angélique dit qu'elle a cessé de travailler à la mine pendant sa 10e grossesse. Wakati niko na bebe siwezi enda mkare mnye. Watoto wanabaki katika mungini. Na wewe unaenda tumika juu njo kwenye tunapata cha kukula. Presque toutes ces femmes ont été témoins d'accidents mortels. Wanaingiaka mushimu, wakati wanaingia chini mushimu, chirima inashuka inawauia kule chini, kisha njo wanawafandua wanawatosha. J'ai vraiment mal, j'ai très mal quand je vois une femme qui pleure parce que son enfant vient d'être enseveli. Christine Musaïdizi scolarise des enfants pauvres et défend leurs droits. Quand elle a visité une mine de coltan, elle a craqué pour ces petits qui font un travail beaucoup trop dangereux. Il y a la radioactivité parce que c'est toxique. Il y a la tuberculose, il y a le problème, ils ont la maladie des os. Mais la maladie pulmonaire, une autre chose qu'il y en a dans les mines, les petites filles sont violées. D'où le lancement de la campagne « Zéro enfant dans la mine ». En mars, Christine a participé au lancement d'une campagne de sensibilisation. On a noté qu'il y avait beaucoup d'enfants depuis ces derniers temps. Ce patron dénonce la présence d'enfants dans ces mines et pourtant, il les tolère. L'entreprise a refusé qu'on filme dans ses carrières et a décliné nos demandes d'entrevue. Je ne comprends pas pourquoi les enfants continuent à être dans les puits, même dans les laveries, au moment où la police des mines est là.
je dirais que c'est un problème politique. Cet inspecteur voit encore beaucoup d'enfants dans les mines, mais il avoue son impuissance face aux exploitants miniers qui ignorent les sanctions et le gouvernement laisse faire. Qui est capable de dire à Manga Susuke, pourquoi toi tu t'entendrais de faire travailler les enfants? Aujourd'hui, c'est une autorité, il est un sénateur. Comment mettre en rapport celui qui est plus fort que toi, celui, disons, au besoin, il a une arme. À l'école du village, le nombre d'élèves diminue au fur et à mesure que l'année avance. En mars, près de 300 jeunes manquaient à l'appel. Parce que beaucoup d'enfants aussi vont dans des carrières, chercher comment trouver l'argent. Donc il y a encore beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines. Oui. Et quand les autres voient qu'il y a des enfants qui vont là dans des carrières, ils trouvent de l'argent. Un enfant se procure un téléphone, lui il est à l'école, alors ça lui pousse aussi d'abandonner l'école. Oui. Et par après, il va faire l'analyse et puis vous... En classe, le premier réflexe des jeunes est de nier. Ça ne peut jamais exister. Puis, certains osent dire la vérité. Toi, tu connais les amis qui vont à la mine? Oui. C'est combien? Tu as combien d'amis qui vont à la mine? C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font à la mine? Le directeur se dit incapable de retenir les enfants à l'école qui manquent d'absolument tout. Vous pouvez trouver même 5 élèves, s'il est même bas, 5 élèves qui sont là. Et puis, vous voyez, cette classe, quand il pleut, les enfants doivent s'entasser au milieu pour qu'ils ne puissent pas se mouiller. Des classes se sont même effondrées parce qu'on vient creuser le coltan jusque sous l'école. Là-bas, il y avait des salles de classe qui étaient construites là-bas. Alors, à cause des éboulements, toute la partie a été emportée. Parce que les problèmes que les jeunes nous posent, ils ont raison, ils disent on quitte les mines, on va où? On ne va pas à l'école, le temps est passé, on n'a pas du travail. Qu'est-ce qu'on fait alors? Soit on va dans l'armée, soit on devient bandit ou on rentre dans les mines. C'est pour ouvrir l'horizon des jeunes que la militante veut rénover une école de Rubaya et construire un centre des métiers. La messe du samedi et du dimanche, souvent les seuls moments de repos pour ces villageois. Après la pause prière, Rudjana retourne à la mine. Il y va presque tous les jours. Les creuseurs s'arrêtent pour manger le seul repas de la journée. Je sais que le coltan contribue à fabriquer beaucoup de choses qui ont de la valeur, les téléphones et beaucoup d'autres choses dispendieuses. Si c'est le cas, pourquoi nous ici, on gagne très peu d'argent? Pourquoi ça? Le mois dernier, Rudjana a touché seulement 80 $. Il dépense très peu d'argent pour se nourrir lui-même. Ce qu'il gagne avec le coltan, il le garde pour payer le loyer et envoyer ses enfants à l'école. Jamais je n'accepterai que mes enfants deviennent creuseurs. Je souhaiterais que mes enfants fassent autre chose, un autre métier, parce que la vie de creuseur, c'est une vie trop difficile. Au moins 40 000 enfants travaillent dans les mines en RDC, selon plusieurs ONG qui dénoncent l'exploitation éhontée des creuseurs congolais. Amnesty International enquête sur les conditions de travail des enfants dans les mines et publie un rapport accablant intitulé « Voilà pourquoi on meurt ». La campagne pour les élections européennes a commencé officiellement le lundi 13 mai. Comment fonctionne exactement ce scrutin? Les règles sont-elles les mêmes d'un pays à l'autre? Et quel type de loi ces députés sont-ils amenés à voter? Élément de réponse en vidéographie. À quoi servent les élections européennes?
Trois institutions interviennent dans le processus législatif de l'Union européenne. Le Conseil européen, réunissant les gouvernements des États membres pour définir les priorités de l'Union européenne. La Commission européenne, pouvoir exécutif européen, chargé notamment de proposer des lois et de les mettre en œuvre. Et le Parlement européen, dont les membres, appelés députés européens, représentent les citoyens des États. Chaque pays est représenté par un nombre de députés européens différents en fonction de son nombre d'habitants. Aujourd'hui, la France est représentée par 74 députés pour un total de 751 sièges au Parlement. Depuis 1979, les députés européens sont élus tous les 5 ans dans tous les États membres lors des élections européennes. Au cours de celles-ci, les citoyens de chaque pays votent pour une liste représentant un parti politique. En fonction du pourcentage de votes obtenus, un nombre de sièges est alloué dans l'ordre de la liste. On parle de scrutin à la représentation proportionnelle. En France, une liste doit récolter minimum 5% des votes pour obtenir des sièges. Les candidats élus à travers les différents pays sont ensuite regroupés par affinité politique au sein du Parlement. Il existe aujourd'hui 8 groupes politiques. Une fois élus, les députés européens élaborent les lois européennes en codécision avec le Conseil européen, décident du budget de l'Union européenne et contrôlent le pouvoir exécutif européen. Pour élaborer les lois européennes, appelées règlements ou directives, les députés se réunissent une semaine par mois à Strasbourg, siège du Parlement, en session plénière. Les projets de loi proposés par la Commission européenne ou éventuellement sur demande des députés sont discutés au sein de commissions thématiques, puis votés par le Parlement. Les lois sont alors applicables sur l'ensemble du territoire européen et prévalent sur le droit des États. Parmi les lois européennes entrées en vigueur récemment, on retrouve le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, qui renforce la transparence sur le traitement des données personnelles, notamment dans les entreprises. Le Règlement REACH, qui vise à améliorer la protection de la santé et de l'environnement en recensant et en contrôlant les substances chimiques présentes sur le marché européen, ou encore l'interdiction de la pêche électrique, une technique excessivement nocive pour l'écosystème marin. Les élections européennes pour la législature 2019-2024 auront lieu du 23 au 26 mai 2019 dans toute l'Europe. En 2014, le taux d'abstention était de 56% en France, malgré l'importance des députés européens. Voilà qui est clair à présent. Ce sont plus d'1 million d'espèces animales et végétales qui seraient aujourd'hui menacées d'extinction selon le rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques placée sous l'égide de l'ONU. En d'autres termes, une espèce sur 8 pourrait disparaître à moyen terme si l'humanité ne réagit pas rapidement. 1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années. Ce constat alarmant, c'est celui de plusieurs centaines de scientifiques qui ont analysé la nature pendant 3 ans. Et tout ça, ils l'ont consigné dans un rapport qu'ils ont rendu public lundi 6 mai. Pour en comprendre les grandes lignes, on a rencontré un spécialiste de la biodiversité. Je m'appelle Franck Courchamp, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Université Paris-Sud à Orsay et je travaille en écologie et en biologie de la conservation. Selon l'étude de ce groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, 75% de l'environnement terrestre est gravement altéré et 66% de l'environnement marin est touché. Dans ce désastre, la part de responsabilité des humains est immense. Il y a 5 grandes causes globales de perte de biodiversité. La destruction de l'habitat, déforestation, destruction des fonds marins avec les chaluts, des récifs coralliens, etc. Il y a les espèces envahissantes, lorsque on met des espèces d'un continent sur un autre et puis qu'ils posent des problèmes écologiques ou économiques dedans. La pollution, le changement climatique et la surexploitation des espèces. Ces 5 causes sont toutes d'origine humaine.
Donc quelle est la part de la responsabilité humaine dans l'extinction des espèces? Pour l'instant, elle est totale. Ce rapport de l'ONU affirme aussi qu'il existe des solutions pour empêcher cette catastrophe. Mais les scientifiques ne disent pas combien de temps il nous reste pour agir. À la différence du climat, qui est aussi un problème global, la biodiversité peut rebondir assez rapidement. Donc toutes les espèces qui n'ont pas déjà disparu, pour celles-là c'est trop tard, si on arrête la pression des activités humaines qui est dessus, elles peuvent repartir assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard. C'est une question piège, combien de temps il reste pour agir, parce que la biodiversité c'est quelque chose d'extrêmement complexe, bien plus complexe que le climat. Donc c'est difficile de dire il nous reste combien de temps. Il est trop tard pour certaines espèces, il est trop tard pour certains écosystèmes, et chaque jour qui passe va être un jour trop tard pour certaines autres espèces. Donc il faut aller le plus rapidement possible. Exemple typique des espèces pour lesquelles c'est trop tard, le bouquetin des Pyrénées, il a complètement disparu. Ou le rhinocéros blanc du Nord, il ne reste que 2 femelles. Autre exemple de milieu naturel très sensible qui pourrait disparaître, les forêts d'Amazonie. Avec le changement climatique, elles pourraient se transformer en savane. Enfin, les marais, ils disparaissent aussi. Sur Terre, 83% des zones humides n'existent plus. C'est irréversible. Mais pour Franck Courchamp, tout n'est pas perdu si les États prennent immédiatement au moins 2 mesures. D'abord, une mesure sur l'information et l'éducation. Il faudrait faire en sorte que la nouvelle génération soit vraiment bien formée, soit vraiment au courant de ce que c'est que la biodiversité, pourquoi c'est important. La deuxième chose, c'est d'arrêter de financer des programmes qui sont au détriment de la biodiversité. D'arrêter de financer, par exemple, les énergies fossiles, l'agriculture intensive, certaines pêches intensives, pas seulement au niveau français, au niveau vraiment mondial. On sait qu'il y a des centaines de milliards d'aides financières dans des domaines qui, en fait, impactent la biodiversité et qu'il faudrait donc arrêter de soutenir artificiellement. Mais stopper les subventions données aux pêcheurs ou aux agriculteurs, cela risque de les obliger à changer leurs habitudes de travail. Comme par exemple, prélever moins de poissons dans les océans ou renoncer aux pesticides. Et ces changements vont créer des tensions, au moins le temps de la transition. Ça veut dire effectivement des tensions certainement dans certains domaines, mais des tensions qui seront bien moindres que si on laisse les choses telles quelles et qu'on se prend la toute-puissance des crises environnementales qui sont en train de se dessiner. Les citoyens peuvent eux aussi agir contre la disparition de la biodiversité. Cela suppose qu'ils changent leurs habitudes, au premier rang desquelles leurs habitudes alimentaires. Au niveau des habitudes à prendre, il y a effectivement consommer de manière plus raisonnée, c'est-à-dire moins d'emballage, moins d'huile de palme. C'est facile de regarder. L'huile de palme, en fait, c'est la cause majeure de la déforestation en Asie du Sud-Est pour l'instant. Et puis manger moins de protéines animales, moins de viande, ça ne veut pas dire devenir végétarien ou vegan. 60% des mammifères terrestres, c'est le bétail des humains. Et 36%, c'est les humains. Il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages au niveau de la biomasse sur Terre. 75% des écosystèmes terrestres sont transformés par l'homme de manière très importante, et en majorité pour le bétail. Donc si on mange moins de viande, par exemple une fois de moins dans la semaine, ça ne va pas être mauvais pour notre santé, mais ça va être bon pour l'environnement. Et on va s'apercevoir qu'un repas sans viande n'est pas forcément un repas où il manque quelque chose. À la suite de cette information, ce que nous pouvons retenir est que l'urgence est bel et bien là. Nos modes de vie et de consommation doivent changer le plus rapidement possible dans l'optique de peut-être réussir à sauver la nature telle qu'elle est aujourd'hui et par conséquent la vie telle que nous la connaissons sur la planète Terre. En Israël, les juifs orthodoxes sont de plus en plus nombreux car ils affichent un taux de natalité record longtemps en marge de la société. Quand on est à l'étude de tests sacrés, ils s'intègrent désormais dans la société moderne, informatique, mode, cinéma. Ils investissent des secteurs autrement réservés aux laïcs. Voyage guidé en Israël. Nous sommes à Jérusalem dans une yeshiva. Une académie talmudique comme il en existe des centaines en Israël. Ces hommes étudient le Talmud, un recueil de controverses rabbiniques compilé au 5e siècle.
Actuellement, je suis en train d'étudier les lois des sacrifices. Bien sûr, tout le monde connaît grâce à la Bible le temple que le roi Salomon a construit. C'est l'endroit où l'homme peut se sentir connecté au plus près avec le Créateur. C'est impossible de vivre sans étudier. Cela procure la vie, l'énergie. C'est le générateur, le carburant. C'est cela l'essentiel. Il faut travailler pour gagner sa vie, bien sûr, mais il faut d'abord commencer sa journée avec plusieurs heures d'études de la Torah. En général, les hommes orthodoxes étudient le Talmud toute la journée et leurs épouses vont travailler pour faire vivre le foyer. Mais ici, à midi, on ferme les livres et l'on passe sans transition de l'époque biblique au XXIe siècle. Juste à côté de la yeshiva, Abraham se rend dans une école de programmation informatique où il va passer le reste de l'après-midi. L'établissement n'accepte que les hommes et respecte rigoureusement la loi religieuse. Je veux être entouré uniquement de camarades orthodoxes qui savent eux aussi que Dieu existe. Nous nous arrêtons pour faire la prière de l'après-midi, nous étudions la Torah, mais en informatique, les gens ici sont aussi excellents. Ce genre d'institut dédié aux orthodoxes se multiplie en Israël, car de plus en plus d'hommes sont obligés d'aller travailler désormais. La situation économique ne leur permet plus d'étudier toute la journée. C'est seulement depuis 1948 que cette population ne travaille pas et étudie la Torah à plein temps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les générations précédentes travaillaient et finançaient les jeunes générations. Mais nous arrivons aujourd'hui à la 3e génération et il n'y a plus de parents disposant de ressources nécessaires pour financer ceux qui étudient toute la journée. Et puis, les subventions ont baissé, alors que le nombre d'orthodoxes ne cesse d'augmenter. Ce système n'est plus viable. Les orthodoxes forment un monde à part en Israël. Ils vivent dans des quartiers spécifiques, s'habillent en noir et blanc, ne s'engagent pas dans l'armée et n'aiment pas beaucoup les caméras. Mais ces dernières années, ils ont entamé une véritable révolution en sortant de leur ghetto. Ils ont investi des domaines autrefois réservés aux laïcs, comme le cinéma. En 2012, la réalisatrice Rama Burstein a reçu des prix dans le monde entier pour son film « Le cœur a ses raisons ». Le chanteur et acteur Shuli Rand, lui, enchaîne les spectacles et vient de jouer dans un film à succès évoquant les querelles qui déchirent le monde orthodoxe. La mode n'échappe pas au mouvement. Des créatrices ont décidé d'adapter les dernières tendances aux exigences de la loi religieuse. Rachel Horowitz dirige l'une des chaînes de magasins les plus populaires du monde orthodoxe. Je voyage souvent à Istanbul où nous faisons fabriquer nos vêtements. Nous travaillons aussi avec une usine en Norvège, dans une petite ville. Nous créons nous-mêmes nos modèles et nous les envoyons aux fabricants par Internet. Rachel bouscule les codes avec des modèles plus colorés, des mannequins professionnels, de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais ces vêtements doivent obéir à des règles très strictes. On doit être couverte jusqu'au niveau du cou. Les manches doivent arriver en dessous du coude et la robe doit arriver sous le genou. Les couleurs ne doivent pas être trop criardes. La femme doit être belle, mais pudique. Rachel habite dans un quartier orthodoxe de la banlieue de Jérusalem. La famille compte 7 enfants. Avec plus de 6 enfants par femme en moyenne, les orthodoxes affichent un taux de natalité record. Rachel recherche en permanence l'équilibre entre la vie d'une mère juive orthodoxe et celle d'une femme d'affaires. Pour moi, l'essentiel avant tout, c'est d'être une mère au foyer. Bye bye.
Et ensuite, seulement d'être une femme d'affaires. Je m'efforce de veiller à ce que tout se passe bien pour mes enfants, de A à Z, et aussi de faire tourner mon affaire. Ce n'est pas facile, mais avec le soutien de mon mari, j'y arrive. Moshe, le mari de Rachel, a lui aussi abandonné les études talmudiques à plein temps pour travailler avec sa femme. Un couple moderne, mais très méfiant par rapport au monde extérieur. Dans la maison, pas de télévision ni d'internet. À la maison, nous sommes très vigilants. Nous ne sommes pas des fanatiques, mais on essaie de faire en sorte que la rue entre le moins possible dans notre foyer. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, d'après vous? Vous trouvez normal que pour faire de la publicité pour une batterie, par exemple, il faut montrer un top modèle dans une pose ambiguë? Est-ce que nous sommes obligés de subir cela? L'ouverture prudente vers la modernité d'une partie du monde religieux indigne les plus radicaux. Ils refusent toujours de s'intégrer dans une société jugée trop laïque, voire dépravée. Régulièrement, ils affrontent les forces de l'ordre, comme ici lors d'une manifestation contre une loi les incitant à s'engager dans l'armée. Mais ces fanatiques sont désormais très minoritaires en Israël. Les Juifs orthodoxes restent cependant sous-représentés sur le marché du travail par rapport au reste de la population. 87% des hommes juifs israéliens non ultra-orthodoxes travaillent contre 52% des hommes ultra-orthodoxes. Même constat chez les femmes, 82% des juives israéliennes travaillent comme 73% des femmes ultra-orthodoxes. Et c'est ici que se termine ce numéro du Grand Mag. Je vous dis merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour d'autres informations vous concernant. D'ici là, retrouvez-nous sur notre page web www.lumieredumonde.tv, sur Facebook, Instagram et Twitter. Shalom chez vous.